Bienvenue dans le niveau 19 d'Ethernote appelé Alien Codex, dont le but est de devenir le propriétaire du contrat, c'est-à-dire de devenir le owner pour réussir le niveau. Le site nous donne 3 indices, à savoir comprendre comment les tableaux fonctionnent, donc en Solidity Arrays, comprendre les arrays, comprendre les spécifications de l'ABI et utiliser une approche underhanded. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Enfin, je comprends pas trop l'indice, mais voilà pour les indices qu'il nous donne. Moi, je vais te donner 2 autres indices, à savoir comprendre les underflows et comprendre le contrat ownable. Donc sur le lien Notion que tu trouves dans la description, il y a un lien pour directement pour accéder au contrat. Et on peut voir ici que le contrat contient une adresse, une variable adresse private. Donc le propriétaire est stocké en tout premier dans le contrat. Maintenant, on va passer à l'analyse du code. Donc on peut voir que Alien Codex hérite de Ownable avec le mot-clé is. Is Ownable, ça veut dire que Alien Codex hérite de Ownable. Et comme on vient de le voir, Ownable contient une variable owner dont on devra modifier pour réussir le niveau. Donc si cette variable est égale à l'adresse de ton compte, ça veut dire que tu auras réussi le niveau. Ensuite, on a une variable booléenne contact qui est suivie d'un tableau dynamique de byte 32 appelé codex. Il y a un modifier appelé contacted qui va provoquer une erreur lorsque la variable contact est faux. On peut voir que le modifier contacted est dans les 3 fonctions record, retract et revise. Donc pour utiliser ces 3 fonctions, il va falloir au préalable passer la valeur de contact à true. Et ensuite, on peut voir qu'il y a la fonction makeContact qui permet justement de passer la variable contact à true et qui est publique. Donc tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut l'appeler. Ensuite, il y a la fonction record qui prend en argument un byte 32 et qui est appelé content et qui permet de pousser dans le tableau codex la valeur passée en paramètre. Ensuite, la fonction retract permet de décrémenter la longueur du tableau codex. Alors, il y a une petite particularité à ce niveau-là. En fait, codex.length n'est pas utilisable au-dessus de la version 0.6. Donc, actuellement, le niveau est pas très intéressant parce que cette variable-là n'est pas utilisable. Mais si un jour tu tombes sur un contrat qui est en version 0.5 ou moins, ça sera très intéressant. Mais moi, je vais aussi t'expliquer comment les tableaux dynamiques dans ce niveau marchent. Donc, je te conseille de regarder au moins les explications que j'ai à te donner à ce niveau-là, donc sur les tableaux dynamiques. Voilà, maintenant pour la fin de l'analyse du code, on peut voir ici la fonction revise prend en argument un uint i et un byte 32 content et qui permet de changer la valeur à l'indice i du tableau codex par la variable content. Maintenant, je vais passer aux explications détaillées avant de résoudre ce niveau, parce que je pense qu'il est important de comprendre comment fonctionne un tableau dynamique en Solidity. Donc pour ça, je vais me rendre dans Excalibro. Et oui, comme je l'ai dit juste avant, en version 0.6 et plus, la propriété .length d'un tableau est uniquement en read-only, donc on peut pas la modifier. Voilà, c'est pour ça que c'est moins intéressant aujourd'hui de faire ce niveau d'Ethernote. Donc je vais tout d'abord t'expliquer comment fonctionnent les tableaux dynamiques. Donc pour cela, on va voir les tableaux fixes versus les tableaux dynamiques. Donc pour cela, je vais prendre 2 exemples que j'ai fait spécifiquement pour t'expliquer ce concept. Donc tu peux voir ici qu'en Solidity, un tableau fixe est représenté par cette syntaxe-là. Donc le type, suivi des crochets avec la longueur dedans de ton tableau, suivi du nom du tableau. Ça permet de définir la longueur du tableau lors de sa déclaration.
Contrairement à un tableau dynamique, qui lui a une syntaxe très similaire, sauf que on ne va pas mettre, on va pas mettre entre les crochets sa longueur, parce que sa longueur, du coup, n'est pas connue à l'avance car il est dynamique. Et les valeurs de ces deux tableaux, de ces deux types de tableaux sont assez différentes dans le stockage. Tout d'abord, pour les tableaux fixes, en fait, on va avoir chacun des éléments du tableau array, les uns à la suite des autres, dans le stockage. Donc ça veut dire qu'au slot 0, on va trouver la valeur de, du premier élément de array, du tableau array. Pour le slot 1, du coup, on va trouver la valeur du deuxième élément du tableau array. Et ensuite, vu que là, notre longueur de array est de 3, bah dans le slot 2, du coup, on va avoir le troisième élément du tableau array. Donc, valeur du troisième élément de array. Maintenant, on va passer au stockage des tableaux dynamiques. Eh bien, dans ce cas-là, au slot 0, donc au slot où la variable array est stockée, on n'aura pas le premier élément, mais on aura la longueur du tableau dynamique. Donc imaginons que là, on a un tableau dynamique et on est poussé 3 valeurs dedans. Ça veut dire que la valeur au slot 0, dans ce cas-là, de array, sera de la longueur du tableau, c'est-à-dire 3. Donc, longueur du tableau, stocké au slot 0. Enfin, je dis slot 0, mais c'est le slot de la variable array. Et ensuite, on n'aura pas à la suite ces valeurs, mais plutôt, ces valeurs seront stockées à un endroit particulier. Pour retrouver le slot à laquelle les valeurs du tableau array sont stockées, il faut hacher, dans notre cas, le slot 0, c'est-à-dire en général, il faut hacher le slot dans lequel la longueur du tableau est stockée. Donc, dans notre cas, c'est 0. Donc, ça veut dire que pour hacher une valeur, je vais utiliser la fonction de hachage kcac256. De 0, parce que longueur de array est stockée au slot 0. Et ça nous permettra du coup de trouver le premier élément de array. Maintenant, pour trouver le deuxième élément du tableau array, il faut tout simplement ajouter 1 à la valeur du hash kcac256 de 0, donc du hash obtenu. Et c'est comme ça qu'un tableau dynamique est stocké. Donc dans notre cas, on a 3 éléments. Donc ça veut dire que là, on aura au kcac256 de 0 plus 1 le deuxième élément, et au kcac256 plus 2 le troisième élément. Voilà, pour t'aider un petit peu à comprendre, je vais juste surligner les valeurs qu'on utilise pour trouver le slot. Donc slot de 0, ce sera la valeur qu'on passera pour trouver le slot du premier élément du tableau dynamique. Voilà, j'espère que ça t'aide à mieux comprendre les tableaux dynamiques et comment trouver euh, l'emplacement, donc le slot où sont stockés ces éléments. Voilà, maintenant on va passer sur Remix pour faire un exemple concret d'un tableau dynamique, afin que tu comprennes réellement avec les valeurs réelles des slots comment ça marche. Voilà, je suis dans Remix et j'ai fait un contrat intelligent pour tester pour mieux comprendre plutôt comment sont stockées les variables, les tableaux dynamiques en Solidity. Donc j'ai défini 4 variables. La première, un booléen qui stocke la valeur true.
En deuxième, une valeur qui stocke la valeur de block.timestamp. En troisième, notre variable array qui du coup est un tableau dynamique. Et en quatrième, la valeur C, enfin la variable C qui stocke la valeur 255. Chacune de ces valeurs est dans un slot différent, enfin chacune de ces variables. Donc au slot 0, on aura la variable A, au slot 1, on aura la variable B, au slot 3, on aura la variable array, et au slot 4, on aura la valeur de C. Comme je l'ai dit, le slot 2, donc là où la variable array est stockée, on trouvera la longueur de la variable. On ne trouvera pas les valeurs directement. Je vais te montrer maintenant les valeurs directement stockées donc dans les slots. Pour cela, j'ai fait une fonction que j'ai appelée slot et qui me permet de charger la valeur dans le slot que j'aurais passé en paramètre. Donc si je passe 0 à ma fonction slot, ça va me retourner en valeur la valeur du slot passé en paramètre. Voilà, donc c'est ce que ça fait cette fonction. Il y a un peu d'assembly, mais voilà ce que ça fait. Ensuite, j'ai une fonction qui me permet de pousser une valeur dans mon tableau dynamique. Et enfin, j'ai une fonction qui me permet de retrouver le hash d'une valeur. Ça, on s'en servira pour retrouver l'emplacement, donc les slots où sont stockées les valeurs de array. Maintenant, je vais sauvegarder le contrat intelligent et le déployer. Et donc, on peut voir ici que la valeur A, B et C ont bien les valeurs qui ont été définies. Et là, ma variable array, du coup, est un tableau dynamique. Donc, Remix fait que on est obligé de mettre l'indice pour... enfin, on peut voir directement les valeurs plutôt que la longueur du tableau array. Mais comme je l'ai dit, si j'utilise la fonction slot, je vais pouvoir voir la valeur stockée dans chacun des slots. Et si tu te rappelles bien ce que j'ai dit au début quand j'ai expliqué le contrat intelligent, la variable array, la longueur de la variable array est stockée dans le slot 2. Donc si je fais slot de 2, ça me retourne 0 parce que ma variable array est de longueur 0. Maintenant, si je pousse la valeur 1 dans mon array et que je re-regarde la valeur au slot numéro 2, on peut voir que ça a changé et que maintenant la longueur de mon array est de 1. Donc, la valeur du slot 2 est à 1. Je vais pousser une autre valeur, par exemple, je vais mettre une valeur random. Voilà, parfait. Dans mon array. Donc là, mon array contient 2 éléments. Et théoriquement, pour retrouver ces valeurs, non, pour retrouver le slot où sont stockées ces valeurs, il faut hasher, il faut hasher la valeur à laquelle la longueur de array est stockée, c'est-à-dire hasher la valeur 2. Donc si je fais hash de 2, ça me retourne le hash d'un uin 256 dont la valeur est 2. Et si je le copie et que je cherche la valeur du slot que m'a retourné ce hash, j'ai la valeur 1. Et 1, c'est la première valeur que j'ai poussée à mon array. Maintenant, si j'incrémente cette valeur, c'est-à-dire que je passe... là, c'est la valeur hexadécimale, donc je vais augmenter pour incrémenter une valeur hexadécimale qui se finit par E, je dois passer la valeur de E à F. Et je vais voir ici que ça me retourne cette valeur-là. Et cette valeur-là, en fait, quand je la convertis en décimale, donc hexa to décimale, on va voir que ça va me retourner, enfin ça va me dire que là c'est bel et bien la valeur que j'ai passée en paramètre, enfin que j'ai poussée en deuxième élément. Donc voilà, donc j'espère que ça t'a aidé à comprendre comment un peu plus précisément comment fonctionne le stockage des tableaux dynamiques. Je vais mettre ce code sur mon GitHub, comme ça tu pourras tester de ton côté et comprendre
si t'as pas réussi à comprendre avec mes explications, toi-même grâce à ce contrat intelligent. Le lien du GitHub, je le mettrai dans la description et donc n'hésite pas à aller regarder le code et à tester toi-même. Maintenant, je vais retourner sur le tableau Excalibro. Donc, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit ici dans mon exemple, la variable A est stockée au slot 0, la variable B est stockée au slot 1, et au slot 2, on a la longueur du tableau array, et au slot kcac256 de 2, on a le premier élément du tableau. Ensuite, au slot kcac256 de 2 plus 1, on va avoir le deuxième élément qu'on aura poussé dans le tableau. C'est-à-dire, alors nous c'est pas FFFFF que j'ai poussé, mais cette valeur-là. Voilà. Donc là j'aurai cette valeur-là. Et ça, c'est juste le hash obtenu après avoir exécuté la fonction kcac256 de 2 et kcac256 de 2 plus 1. Voilà pour les tableaux dynamiques. J'espère que ça a été clair. Donc maintenant, je vais passer aux explications de la solution. Et si tu as des questions, n'hésite vraiment pas à les poser en commentaire. Donc, c'est parti pour les explications de la solution. Donc quand je retourne dans le code et que je regarde les variables, on peut voir que j'ai deux variables contact et codex, mais que avant, théoriquement ici, grâce au contrat ownable, j'ai la variable qui est une adresse qui est le owner. Donc moi j'ai fait un petit schéma pour représenter graphiquement comment sont stockées ces variables-là. Donc au slot 0, on va avoir la variable du owner, suivie de la variable contacted. Et dans le slot 1, on va avoir la variable de codex.length, donc c'est-à-dire la longueur du tableau codex. Maintenant, dans le code, pour réussir le niveau, il va falloir utiliser la fonction retract parce qu'elle permet de faire codex.length moins. C'est-à-dire qu'on va décrémenter la longueur de codex, sauf que la longueur de codex de base est de 0 vu qu'on n'a pas poussé d'éléments, et donc ça va créer un underflow. Donc ça veut dire que ça va mettre la valeur de la longueur du codex à la valeur maximale d'un uint32. Donc ça veut dire que là ici, le slot 1 va passer à que des 0 à que des 1 après avoir exécuté la méthode retract. Voilà, et grâce à ça, en fait, Solidity va croire qu'en fait notre tableau ici est de longueur 2 puissance 256, parce qu'un uint 256 est stocké sur 256 bits, c'est-à-dire 32 octets, et la valeur de 32 octets est égale au nombre total de slots que Solidity a, enfin que ton contrat intelligent peut avoir en Solidity. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder à toute la mémoire. Donc je vais t'expliquer un petit peu plus en détail juste après, mais avant je tiens à te préciser que n'oublie pas que cette syntaxe-là est disponible uniquement en version 0.5, enfin uniquement pour les versions inférieures au 0.6. En 0.6, ça marche plus. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut accéder à la variable honneur en partant de la variable codex. Comme je te l'ai dit, la variable codex, du coup, maintenant, a une longueur théoriquement de 2 puissance 256, 2 puissance 256 tout court. Ça veut dire que là, dans le slot kcac 256 de 1, j'aurai la valeur de codex de 0 parce que la longueur de la longueur du tableau codex est au slot 1. C'est pour ça qu'on met le 1 ici, comme je l'ai expliqué juste avant. Et ça veut dire aussi que le dernier slot du stockage, c'est-à-dire le slot 256, 2 puissance 256 moins 1, il sera stocké la valeur du codex à l'indice 2 puissance 256 moins 1 moins kcac de 256 de 1. Et ensuite,
comme notre euh, comme notre variable, comme notre longueur de tableau est égale à 2 puissance 256, on peut aller plus loin. Et pour ça, si j'incrémente l'indice donc de 1 ici, ça me donne 2 puissance 256 moins kcag de 2 puissance de moins kcag de moins kcag 256 de 1. Et en fait, au lieu d'accéder au slot 2 puissance 256 qui n'existe pas en Solidity, ça va revenir au slot 0. Donc en fait, ça va overflow finalement le numéro de slot. Et grâce à ça, on va pouvoir accéder au slot 0 qui contient la variable honor. Et quand on regarde le contrat intelligent, on peut voir qu'ici, on a une fonction qui permet de dire à l'indice i, je mets la variable que je veux, je mets la valeur que je veux. Ça veut dire qu'en fait, notre indice i ici, ça va être 2 puissance 256 moins kcag 256 de 1. Mais personnellement, avec ces explications, j'ai pas tout compris. En gros, c'est une espèce d'équation. Genre là, d'un côté, on a kcag 256, de l'autre, on a 0. Donc quand on a le slot 2 puissance 256 moins 1, on met aussi... Enfin bon, j'ai pas trop compris comment l'équation marchait. Mais heureusement, j'ai trouvé un site qui explique assez bien comment déterminer cette équation. Et c'est ce lien-là. Donc si j'y pense, je le mettrai en description. Et quand on regarde du coup ce lien, je l'ai mis ici, et que tu dessines un petit peu, ici, donc il a mis un exemple pour expliquer ce phénomène. Donc j'ai répliqué ce phénomène dans Excalibro. Enfin, comment tous ces overflow et underflow marchent. Donc imaginons que là, notre stockage est sur 10 slots. Et imaginons que la variable kcag256 de 1 nous retourne la valeur 7. Et bien en fait, grâce à ça, on va pouvoir déterminer que l'indice 0 de codex, du coup, est stocké à kcag256 de 1, c'est-à-dire au slot 7. Ok, ça c'est normal. Mais on peut voir ici que à l'indice 3, on aura la valeur de codex. Et grâce à toutes ces informations, on peut déterminer une équation, c'est-à-dire x égale 10 moins 7. 10, au final, c'est la taille du stockage, donc c'est-à-dire 10 slots. Et 7, c'est le slot à laquelle le premier élément de codex est stocké, c'est-à-dire la valeur de kcag de 1. Et donc, x, ça nous permet de trouver la valeur dans le slot 0, et sauf qu'on peut voir ici que 10 moins 7, ça fait 3, et 3, c'est la valeur du coup du slot 0. Donc, ramener à ce qu'on a vu juste avant ici, ça donne x égale 2 puissance 256 moins 1 moins kcag de 1. Parce que 2 puissance 256 moins 1, c'est la taille totale du stockage en Solidity. Et kcag, j'ai oublié le 256 de 1, c'est la valeur à laquelle le premier élément de codex est stocké. Grâce à ça, on arrive à obtenir l'indice pour changer la variable de honor, c'est-à-dire que codex de x vaut codex de 2 puissance 256 moins 1 moins kcag de 1, c'est-à-dire que cette valeur-là, je vais entourer, cette valeur-là pointe vers le slot où la variable honor est stockée. Voilà pour les explications. Pareil, j'espère que tu auras compris. Donc n'hésite pas à me poser des questions et j'essaierai de te répondre au mieux par rapport à mes explications. Voilà, donc maintenant on va réussir ce niveau. Enfin, on va faire en sorte de réussir ce niveau parce que on connaît i, c'est-à-dire la variable, c'est-à-dire la valeur qu'on a déterminée ici. Ça, c'est notre i. Content, ça va être notre adresse parce qu'on sait que codex de cet indice-là accède au slot où honor est stocké. Et ensuite, il faut juste qu'on accède, qu'on réussisse à passer le modifier contacted. Donc pour cela,
il faut d'abord appeler la fonction makeContact qui permet de passer contact à true, puis appeler la fonction revise. Donc j'accède à la console et je vais faire contract.makeContact. Ça va me lancer la transaction que je vais accepter. Et pendant que la transaction se validera, je vais préparer la prochaine transaction qu'on va effectuer, c'est-à-dire contract.retract. Parce que avant, il faut qu'on passe quand même la longueur de la. Il faut d'abord qu'on passe la longueur de codex à la valeur à la valeur maximum d'un uint. Donc pour cela, on va appeler la fonction retract. Et ensuite, du coup, pendant que la transaction se confirme, je vais préparer la prochaine transaction, c'est-à-dire contract.revise. Notre i, ce sera 2 exposant 256 moins kcag de 256. Et alors, ça va pas être très clair si je mets tout ça dans une seule fonction, donc je vais séparer les termes et je vais mettre index égale big int de 2 exposant 256 moins big int de kcag 256. Et avec web3, pour accéder au kcag 256, il faut faire web3.utils.kcag 256 du coup de web3.eth.abi.encode parameters. J'ai oublié le web3. web3.eth.abi.encode parameters sans le S. On va encoder le type win256. Voilà, et la valeur 1. Donc 1 sur un win256. Entrée, j'ai oublié une parenthèse. J'ai oublié une deuxième parenthèse. Voilà, donc là on a notre index. Donc cet index-là fait référence au slot 0, au slot 0, mais depuis mon codex. Donc si je fais contract.revise de mon index, donc de index, et que je passe en valeur mon adresse, donc pour cela, comme on change le slot en entier, je vais juste mettre l'adresse sur 32 octets. Donc pour cela, il y a une fonction particulière que j'ai fait. D'ailleurs, tu peux aussi accéder aux notions dans la description. Donc 0x pour dire que c'est une valeur hexadécimale, c'est-à-dire mon adresse. Je mets 24 0 pour dire que les 12 octets à gauche sont des 0. Puis ensuite, je mets player.slice de 2 pour prendre mon adresse, supprimer le 0x et le mettre à la fin de ce nombre-là, ce qui me donnera une valeur sur 32 octets. Et pour que tu vois quelle valeur ça a, je vais le mettre dans une variable. Donc je vais l'appeler addr. Voilà, comme ça. Et donc tu peux voir ici que voilà, finalement on a mis du padding sur l'adresse. Maintenant je vais pouvoir exécuter je vais enfin pouvoir exécuter la fonction revise. Donc revise de index addr va me changer la valeur du slot 0 par mon adresse. Confirmé. Ah oui, aussi, je l'ai pas dit dans cette vidéo, mais tu peux accéder à des quiz via le lien Brainscape. Donc, c'est ce lien-là que tu peux trouver dans la description. Bon, je te laisse regarder de ton côté si t'es intéressé. C'est sous forme de flashcards. Voilà, maintenant que
que ma transaction a été confirmée, je vais pouvoir soumettre l'instance et j'en profite, en même temps que ça confirme pour te dire que je propose du coaching en développement blockchain. Donc si tu es intéressé, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Et voilà, on a complété le niveau.